heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. J'ai le plaisir de commencer cette journée avec une table ronde un peu spéciale. C'est quelque chose qu'on a innové et expérimenté avec succès cette année à RMS Confluent, puisqu'on a également un événement sur Lyon depuis 2 ans maintenant. Et c'est un random quiz. Donc, vous allez voir sur un écran noir des questions défiler très vite. Et je vais, moi, sur l'ordinateur qui est à côté, arrêter. Et les questions vont instantanément, enfin, une question va s'arrêter. Et celle qui s'affichera à l'écran sera posée aux 4 speakers qui vont me rejoindre. Donc, c'est vraiment un jeu. Ils ne connaissent pas les questions. Moi, je vais les redécouvrir parce que ça fait un petit moment que je les ai pondues. Et ces questions-là sont des questions sur le big data de manière générale, mais également, évidemment, sur toutes ces applications en matière de recrutement et de marketing employeur. Donc, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Yves Loiseau, Jonas Desdevises, vas-y mon Alexandre Pachulski et Thibaut Geminiani. Alors on avait le... Voilà, vous les découvrez avec leurs fonctions. Ça va passer assez vite, mais de toute façon, vous les avez également sur l'appli. On est parti. Hop. Alors, avez-vous déjà utilisé le big data pour recruter vos propres collaborateurs? Alors ça, c'est une question que j'ai envie de poser à Alex pour commencer, puisqu'on fait un peu de big data chez Talentsoft. Est-ce que tu l'as déjà utilisé pour recruter tes collaborateurs? Alors, je vais faire une excellente publicité. Non. Et ça, pourquoi non alors? En fait, pourquoi non? Parce que je considère que par rapport au recrutement, le big data tel que nous, on va l'appréhender, en tout cas pour notre propre recherche, on va plutôt utiliser des small data, c'est-à-dire plutôt des données du marché qui sont produites sur les collaborateurs via des médias sociaux, via en fait des environnements qui parlent d'eux. Et la question, et là il y aura un grand débat, j'imagine, probablement entre nous et peut-être avec les gens du public, c'est de voir à partir de quel moment on considère que c'est big. Alors est-ce que j'ai utilisé le mécanisme du big data, c'est-à-dire de la corrélation de données recueillies sur le web pour aller identifier des profils auxquels je n'aurais pas pensé? Là, je peux dire oui. Est-ce que pour autant je considère qu'il s'agit d'ensemble big? Je dirais plutôt non. D'accord. Et Yves, puisque Textkernel fait aussi un certain nombre de solutions, notamment JobFeed, qui est orienté Big Data. Est-ce que tu l'as déjà, toi ou Textkernel en Hollande, aux Pays-Bas, expérimenté pour recruter les collaborateurs? Oui, un petit peu, mais c'est surtout pour... ça se rapproche un peu quand même de ce que disait Alexandre, c'est-à-dire que c'est pour identifier, en gros, des tableaux de chasse, c'est-à-dire qu'on travaille sur des technologies particulières. Et donc, en utilisant JobFeed, en fait, simplement, on regarde qui a recruté ce type de gens dans le passé et donc vers où il faudrait aller chercher. D'accord, très bien. Alors, on continue. Quel est votre rêve le plus fou que seul le big data permettrait de réaliser? Jonas, un rêve, voilà. Un rêve fou. Une baguette magique et boum. En fait, historiquement, moi j'étais recruteur. Je travaillais en cabinet de chasse et effectivement, mon rêve c'était que mes clients puissent appréhender des profils un peu différents de ce qu'ils avaient envisagé au début, notamment changer un peu leurs critères. Et donc, en tant que consultant, mon objectif c'était notamment leur présenter des candidats qui étaient exactement dans les critères, mais aussi de leur présenter des différents. Et en fait, le big data, c'est aussi ça, c'est que si vous avez un volume de données, pour reprendre ce qui était dit il y a quelques minutes, un volume de données pertinent, une diversité, donc une profondeur d'informations qui va dans les différents pays, et effectivement un éclairage lié à des corrélations qui ont été envisagées, en posant la bonne question, eh bien on peut peut-être donner un regard complémentaire sur des candidats à côté duquel on serait passé. Donc moi, mon rêve le plus fou, c'est de permettre à toute personne d'avoir une chance, par rapport à son parcours, qui soit original, de pouvoir accéder à un poste qui lui corresponde. Ah oui. Ok, Thibaut? Non, bah écoute, nous, l'enjeu, on vient de fêter 25 ans de carte d'emploi. Bravo. Voilà, on va sortir un nouveau site pour les 25 ans. Et justement, ce nouveau site, l'idée, c'est d'utiliser les big data pour pouvoir apporter quelque chose de plus au recrutement, à la rencontre entre les candidats et les recruteurs. On fait de la data depuis très longtemps. Et du coup, la big data est un enjeu très important pour nous. Je pourrais prendre l'image, et c'est
c'est un rêve qui était un peu fou aussi pour des vignerons. Pour moi, la data et la big data, c'est un peu l'histoire des Catiars. Je ne sais pas si vous connaissez les Catiars, qui sont les propriétaires du château Smith-Olafite dans le Bordelais. Et les Catiars avaient une fille qui s'appelle Mathilde et qui un jour les suit dans les vignes et puis se rend compte qu'en fait, ils tirent du raisin le jus pour faire le vin, mais ils jettent ce qu'on appelle le mou, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour, et ils le jettent et ils n'en font plus rien. Et finalement, avec des chercheurs, elle s'est rendue compte qu'avec ce raisin, on pouvait faire des produits, et c'est devenu Caudalie. Donc l'histoire de cette famille est géniale, parce que finalement, je trouve que par rapport au sujet de data et big data, ça part d'un rêve un peu fou. C'est comment faire pour récupérer le raisin qu'on jetait et en faire des produits cosmétiques. Pour moi, la data et la big data, c'est un peu la même chose. Pour nous, dans le recrutement, ça fait 25 ans qu'on utilise des data, qu'on brasse des data. Et là, avec le big data, on a la possibilité d'aller beaucoup plus loin, mais on ne sait pas tellement où on va aller. Donc le rêve le plus fou, en fait, on ne le connaît pas vraiment encore aujourd'hui. On sait effectivement, je pense que ça peut changer complètement la rencontre entre les candidats et les recruteurs. Comment ? Probablement en permettant de recommander des annonces aux candidats, de recommander des CV aux recruteurs. Jusqu'où on va aller, je ne sais pas, mais en tout cas, le rêve le plus fou, c'est que ça nous accompagne pour les 25 prochaines années de cadre emploi. Génial. Et est-ce que l'un de vous quatre a un rêve hors recrutement, parce qu'on peut aussi parler de rêve perso, que le big data pourrait réaliser ? Ah, ils n'étaient pas préparés à cette question. Pourquoi pas, on était plus sur le recrutement, mais je rejoins totalement ce qui a été dit. Je pense que le rêve le plus fou pour moi, qui rejoint un petit peu finalement le rêve de l'intelligence artificielle initiale, c'est loin de vouloir détruire des emplois et mettre des gens sur le carreau, ce qui est un petit peu, il faut être clair, un fantasme un petit peu collectif et une peur collective. Je dirais que le plus fou, c'est finalement d'arriver à effectivement faire à la machine ce que nous, on peut faire sans grande valeur ajoutée et repositionner vraiment l'humain au cœur d'une activité où seul lui pourra le faire. Mon rêve le plus fou, c'est vraiment de redonner finalement un peu toutes les lettres de noblesse à l'humain. Je parlais de ça tout à l'heure pendant... on vous écoutait quand même, hein, Monsieur Pisani, mais juste, ça m'a interpellé. Et finalement, je me disais, tout ce qui a trait à la perception, à l'étude des relations humaines, au ressenti, ça, ce sont probablement des choses qu'on n'arrivera pas à encapsuler sous forme de data, la datafication dont vous parliez. Et donc, mon rêve, c'est d'arriver à positionner l'humain par rapport justement à cette valeur ajoutée qu'il aura toujours par rapport à la machine. Ok. Question suivante. Alors, avez-vous déjà utilisé le big data pour proposer à vos collaborateurs des opportunités d'évolution personnalisée ? Donc là, on a parlé de recrutement pour vos collaborateurs, mais est-ce que, parce que c'est l'un des enjeux aussi du big data, le marketing employeur en interne, l'évolution, la mobilité, est-ce que, je ne sais pas, Jonas, est-ce que c'est des choses que vous faites Alors en fait, au sein de Cornerstone, on gère depuis 15 ans et aujourd'hui plus de 20 millions d'utilisateurs, avec un historique, avec une profondeur au niveau de nos clients, sachant que nous avons anonymisé les données pour pouvoir permettre des analyses, que le big data, c'est effectivement un volume de données, une variété, mais aussi des corrélations. Donc avec les data scientists qui font partie de nos équipes, on a mis en place des insights, enfin des différents indicateurs, et notamment un indicateur qui permet à un collaborateur de voir, alors au-delà de ce qu'on voyait il y a quelques années, des sphères de mobilité assez simplistes, avec des radars, des choses comme ça, mais vraiment voir des insights, on va pouvoir plonger dans les informations par rapport au parcours qu'ont pu avoir d'autres personnes précédemment dans les organisations de même type, dans ma propre organisation, mais aussi dans des organisations similaires, de même marché, de même taille. Donc ça, effectivement, c'est une possibilité. Nous l'avons annoncé donc, la semaine dernière à notre convention client, que nous la mettons à disposition du marché européen maintenant. Ok, très bien. Et Yves, alors, si tu l'as fait peut-être en interne, mais si on l'envisage déjà chez Textkernel, et sous quelle forme ça pourrait prendre d'accompagner comme ça les collaborateurs en fonction des datas que l'on a sur eux? Oui, alors pour faire du big data, il faut un certain volume de données, on l'a dit. Donc actuellement, Textkernel, c'est 70 collaborateurs. On va peut-être doubler assez rapidement, mais ça ne suffit pas pour faire vraiment de l'analyse de signaux faibles et de choses comme ça. En revanche, par contre, en partenariat avec un certain nombre d'éditeurs logiciels, on a fait une analyse des données, des parcours professionnels, des résultats des recrutements, du succès dans certains postes. Et donc, effectivement, on a fait des analyses big data, mais à une échelle autre que la nôtre. D'accord. Ça permet, par exemple, de déterminer quel métier mène à quel métier, assez simplement.
Mais on parlait tout à l'heure d'un rêve fou. Je pense que ça pourrait aussi peut-être permettre de savoir dans quel métier quelqu'un va plus facilement se réaliser. Dès l'entrée dans l'entreprise, on pourrait même imaginer peut-être son parcours à venir. Absolument. Je pense que le big data, c'est très adapté à tout ce qui est complexe et très difficile à appréhender. Et par définition, ou par essence, le bonheur, c'est compliqué. D'accord, merci. L'open data. Alors ça, c'est vraiment un thème qu'on a à peine effleuré avec Francis. J'aurais aimé aussi y accorder plus d'importance. Et du coup, je vais vous poser cette question. Est-il envisageable dans le domaine du recrutement? Parce qu'on en parle beaucoup dans le domaine de la santé. L'open data, déjà, je ne sais pas si l'un d'entre vous, Alex, tu peux peut-être donner une définition de l'open data? Je vais peut-être plagier ce que tu as mis sur ton billet de blog. En tout cas, c'est de l'information qui est mise à disposition. Ça se réfère évidemment à l'open source, ce code informatique qui est partagé par tous et enrichi, et dont il n'y a pas une notion de profit à usage privé. C'est vraiment quelque chose qui est mis pour une collectivité. Et ce qui est intéressant dans le recrutement, alors moi, c'est clairement vers ça que j'ai envie d'aller, vers cette notion un petit peu finalement de marketplace du recrutement. Pourquoi ? Parce que finalement, le vrai shift, c'est ce que Michel Pauwels a écrit dans son bouquin, la vraie économie collaborative, la vraie économie peer-to-peer, on va la trouver quand on va arriver à rendre des services dont quelques-uns uniquement ne tireront pas profit, mais tout le monde tirera profit. Et en fait, cette transformation-là, on ne l'a pas encore faite. Donc dans le recrutement, ce qui me semble intéressant, nous au sein de Talentsoft, ce qu'on dit en permanence, on a envie de bouleverser le marché de l'emploi, on a envie de permettre vraiment à des candidats de trouver le job de leurs rêves. Et dans cette optique-là, le faire uniquement entreprise par entreprise, quand on sait qu'il y a des milliers et des milliers de personnes, entre guillemets, des millions même en France sur le carreau, et que de l'autre côté, il y a des entreprises qui n'arrivent pas à trouver, je pense qu'il faut ouvrir les portes de l'entreprise. Et il faut arrêter de raisonner, s'il y a un bon candidat, il faut absolument que ce soit moi qui l'ai et pas un autre. Si on raisonne plus en économie collaborative et en marketplace, en fait, on va fluidifier le marché de l'emploi. Et à ce titre, moi, j'ai très envie d'aller vers ça, sortir un petit peu de la notion stricte de propriété, mais animer une communauté. Et en l'occurrence, on a sorti un produit Hello Talent qui ne vise qu'à ça, d'animer une communauté, et je crois beaucoup à ça, effectivement. Thibaut, parce que oui, de toute façon, j'allais te donner la parole. Non, mais l'impact de l'open data, c'est le point central, c'est de savoir si l'offre d'emploi est une donnée publique ou pas. En fait. Donc, il y a un projet de loi d'ailleurs en cours en ce moment sur le numérique qui est plus ou moins flou sur cette question-là. C'est vrai que Pôle emploi s'est beaucoup ouvert ces dernières années en reprenant un certain nombre d'annonces de différents sites emploi pour finalement permettre la transparence aux chômeurs de récupérer non pas que les annonces de Pôle emploi, il y en a à peu près 140 000, mais les 300 400 000 offres d'emploi qui sont en ligne. Donc ça, c'est une manière aussi d'ouvrir les choses. Après, la question centrale derrière tout ça, c'est est-ce que l'offre d'emploi est une donnée publique ou pas ? Est-ce que, quand elle passe sur un certain nombre de sites, elle est suffisamment enrichie pour être finalement autre chose que du simple texte? C'est pour ça que nous, par exemple, on rajoute des vidéos sur les offres, on incite les recruteurs à aller plus loin, on va dire, dans la rédaction des annonces que juste donner quelques informations sur la boîte, parce qu'on pense que c'est un élément d'attractivité pour les candidats. Donc, l'open data est un usage dans le domaine de recrutement, oui, mais c'est vrai que voilà, on est en France, donc il y a des aspects légaux derrière tout ça, et la question centrale, c'est de savoir si l'offre d'emploi, je ne réponds pas à la question, mais l'offre d'emploi est une donnée publique. Nous, on fera tout, en tout cas, pour enrichir cette offre d'emploi et faire en sorte qu'on puisse donner notre marque, on va dire, à l'expérience utilisateur. D'accord. Yves, tu veux réagir peut-être sur cette question d'open data? Oui, très rapidement. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de voir la question. On peut rendre les données de recrutement open, mais déjà aujourd'hui, il est assez simple de prendre des données INSEE sur, je sais pas moi, le coût de la vie, et par exemple représenter les salaires en parité de pouvoir d'achat. C'est pas la même chose de toucher 2 000 € à Paris et 2 000 € à Perpignan. Voilà, donc, ça, c'est une application très concrète de l'open data qu'on peut faire dès aujourd'hui en matière de recrutement. Moi, je compléterais quand même avec la présence des profils sur Viadeo, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Et puis, évidemment, les sites comme Glassdoor, les sites comme Viadeo qui le permet aussi aujourd'hui, Indeed, tous ces sites, meilleures entreprises, qui permettent d'évaluer, de noter son entreprise, que l'on soit un collaborateur ou que l'on soit un candidat qui se soit inscrit dans le processus de recrutement. Donc, on est déjà dans cette ouverture de ce côté-là également. Ouais, avec la limite française, en fait, et ça, quelqu'un qui voyage beaucoup, comme notre invité tout à l'heure,
Le problème en France, c'est quand on note une entreprise, généralement, c'est pour dire du mal. Alors qu'il y a d'autres pays où quand tu notes une entreprise, généralement, par exemple au Canada, tu dis plutôt du bien de l'entreprise. Si tu dois parler de l'entreprise, tu vas dire du bien. Même si généralement les notes quand même sont plutôt positives sur tous ces outils en France pour l'instant. Oui, mais c'est quand même un biais français. C'est-à-dire quand et c'est pareil d'ailleurs sur les sites TripAdvisor & Co. Où, voilà, les gens ont plus tendance à critiquer qu'à dire du bien. Voilà. Mais c'est un biais et qui n'est pas évident à gérer. En matière justement d'information sur les entreprises. Est-ce qu'on peut imaginer, Jonas, je te donne la parole tout de suite, on voit de plus en plus d'hôtels, alors on peut les trouver sur Booking, sur Expedia, sur un certain nombre de sites, sur TripAdvisor, mais on voit un certain nombre d'hôtels qui sur leur site web affichent les résultats de TripAdvisor, sans nécessairement les modérer. C'est-à-dire qu'on a des résultats négatifs comme les résultats positifs. Et l'école de ski française aussi, on voit les évaluations, alors non nominatives, des profs de ski par les parents, moins par les enfants, mais évidemment par les parents. Et avec du positif et du négatif. Il y a une transparence de plus en plus importante. Et peut-on imaginer, de la même manière que l'on voit sur le site de Deloitte, sur le site d'Orange, on en parlera, la possibilité de plus en plus d'interagir en tant que candidat avec les recruteurs qui sont de plus en plus accessibles sur ces sites, puisqu'on a leur bio, leur téléphone, leur Twitter, leur mail. Est-ce qu'on aura peut-être demain des résultats Glassdoor ou autres directement sur un site carrière d'une entreprise? Jonas. Je voudrais juste rebondir sur le volet transparence. Open Data, c'est effectivement quelle transparence propose-t-on aux candidats? Et puis effectivement, comment on gère les informations sur les candidats en eux-mêmes et en termes de confidentialité. Pour reprendre le premier sujet sur la transparence vis-à-vis des candidats, on accompagne des sociétés comme Xerox, qui en termes de call center, en fait, affiché classiquement sur les annonces, on voit toujours des annonces assez larges. Il y a qu'on présente des critères globaux, on ne rentre pas dans le détail et on ne montre jamais l'envers difficile d'un poste potentiel. Parce que quand on est conseiller téléphonique, nous avons aussi des coups de fil qui sont difficiles, avec des clients pas contents. Et bien la transparence qui peut être proposée, ce que nous faisons avec nos clients, notamment avec Xerox, c'était de pouvoir expliquer aux futurs candidats, regardez un appel qui est enregistré, un appel classique, et écoutez aussi un appel qui est un appel un peu challenging. Et si vous ne vous retrouvez pas dans la capacité de gérer ce type d'appel, même si c'est ponctuel, ne continuez pas sur ce type de poste, parce que ce n'est pas fait pour vous. Ce qui évite le turnover, et globalement, le turnover a été baissé de 20% quand même. Ce qui permet d'avoir une transparence plus claire entre le recruteur et le candidat. Et ça, effectivement, je pense que c'est un élément important. Et deuxième élément sur le candidat en eux-mêmes, la transparence des données. Nous avons accompagné auparavant, notamment la Maison-Blanche sur le marché de l'emploi. Mais aujourd'hui, on a choisi d'avoir une approche sur le Big Data qui est liée aux données que les personnes acceptent volontairement de nous transmettre. Parce qu'on se refuse, en termes d'éthique, d'aller analyser les tweets des collaborateurs ou des futurs candidats. C'est totalement prohibé en termes d'éthique chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, on va analyser les informations que nos clients ont accepté de partager avec nous de manière anonymisée. Ça, c'est un élément important. On va ne proposer aucun résultat sur les personnes, mais juste le résultat des corrélations. Ce qui veut dire qu'en termes de protection des données, on garantit que la personne, que les données qui vont être utilisées viennent d'une personne qui a accepté de nous les transmettre, soit dans un acte de candidature, interne ou externe, ou alors une entreprise qui partage l'historique des informations de ses collaborateurs. Merci, Jonas. Personne n'a répondu à ma question finalement. Est-ce qu'on va voir des évaluations, des commentaires directement sur un site carrière demain? C'est peut-être possible quand même. Écoute, dans cette transparence, cette recherche d'authenticité. De toute façon, on le craint tous. On craint tous d'afficher un mauvais résultat. On craint tous, ça date de l'école, de montrer la mauvaise note à ses parents. La question, c'est est-ce qu'ils vont le découvrir? Et la réponse aujourd'hui est oui, on va le découvrir. Ce que l'on fait quand on affiche un résultat qui peut être moyen sur son site web, on affiche vraiment la volonté d'une transparence et en termes de marque employeur. Qu'est-ce que l'on gagne en termes de marque employeur par rapport à je vais peut-être avoir 10 minutes de répit si un candidat n'est même pas capable d'aller sur Glassdoor ou glaner des informations sur moi. Exactement. Donc en réalité aujourd'hui, on le voit quand on parle de transformation digitale, en réalité quand on met en place une solution aujourd'hui un peu comme la nôtre, on essaie d'opérer une transformation digitale. Si on refuse d'être transparent et de mettre toutes ces évaluations, c'est comme tourner le dos au monde dans lequel on est, à savoir, je vais recruter moi des gens qui ne sont pas capables de faire une requête sur Google, et ça c'est des super talents. Les informations, on les trouve ailleurs de toute manière. Façon, alors autant les afficher, et moi je préfère, c'est ce que je conseille à tous nos clients, il vaut mieux aujourd'hui arrêter de cacher les informations, il vaut mieux les montrer, mais les accompagner en disant, c'est vrai que notre évaluation Happy at Work, par exemple, cette année on a baissé dans le classement,
voilà ce qui nous est arrivé et voilà ce qu'on est en train de mettre en place. Et ça, je pense que ça peut attirer des candidats. Nos solutions, on le sait, n'importe quelle solution informatique, quand on l'installe, il y a des problèmes. La question, c'est avec qui vous avez envie de les avoir. Ben moi, je préfère les avoir avec quelqu'un qui va dire « j'en ai, mais j'ai une solution ». Et finalement, la philosophie de cette authenticité, c'est également de montrer que tout n'est pas lisse, tout n'est pas parfait, tout est perfectible, et que malgré certains commentaires négatifs, du moment qu'on y apporte, on y accorde un certain intérêt, que l'on répond déjà à ces commentaires, on est gagnant, que ce soit une marque produit ou une marque employeur. Merci à tous les quatre. Alors, ça, c'est une question qui m'est vraiment, vraiment, vraiment chère, puisqu'on est plusieurs à avoir écrit et à nous être exprimés du coup sur le big data et le recrutement. Et moi, je suis absolument convaincu, contrairement peut-être à certaines peurs, à certaines croyances, à certains fantasmes, que le big data, étonnamment, peut-être pour certains, est une arme massive anti-clonage. Alors, je vois tout le monde dire oui de la tête, c'est génial. Yves, qu'en penses-tu ? Oui, alors à double titre, c'est-à-dire que non seulement ça permet de découvrir en fait infiniment plus de façons d'arriver à un résultat, tout simplement avec l'analyse des causes à effet, avec des graphes, avec énormément de choses comme ça, en prenant en compte les aspirations personnelles, les compétences, toutes ces choses-là. Mais au-delà de ça, ça va être une arme anti-clonage parce que le big data va aussi transformer le travail. Et donc, il introduit une grande inconnue dans ce qui va marcher demain ou pas. Donc, ça redistribue un peu les cartes. C'est-à-dire que, à mon sens, le big data, son principal impact, c'est de redistribuer la capacité de décision en redistribuant l'information. Donc ça va, à mon avis, complètement... Ok, Thibaut ? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, enfin en tout cas sur des sites emploi, quand tu recherches dans les CV Tech, effectivement, tu utilises un moteur et le moteur, normalement, s'il est bien fait, te permet d'avoir un certain nombre de CV et de candidats qui sont proposés. Nous, ce qu'on veut proposer avec le nouveau cadre emploi là, qui va sortir dans quelques jours, c'est justement, dans la partie CV Tech, de pouvoir suggérer des CV qui ne seraient pas ressortis spécifiquement dans le moteur classique, mais qui, pour tel type de poste, ont été soit vus par d'autres recruteurs, soit qui correspondraient en fait aussi très très bien au poste, en dehors peut-être de la recherche du moteur. Donc pour moi, on va le présenter au départ comme quelque chose de complémentaire, donc pour faire venir, pour pas passer tout d'un coup de la data à la big data. Je ne vais pas reprendre mon exemple du jus de raisin et de la peau du raisin tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une approche qui est différente. On sait que sur le marché du recrutement, il y a beaucoup d'habitudes, donc il faut aussi changer les habitudes. Et c'est vrai que le moyen technologique peut permettre, par la suggestion, par des recommandations un peu prédictives, de pouvoir changer finalement d'angle sur le recrutement qui serait fait classiquement par un moteur comme ce qu'on propose jusqu'à maintenant. Donc c'est plus par le complément, je pense qu'on peut arriver à proposer des candidats auxquels potentiellement la machine ou la personne n'aurait peut-être pas pensé, mais on a aujourd'hui des outils qui nous permettent justement d'aller récupérer dans les données des informations qui permettent d'éviter le clonage. Voilà, donc je pense que c'est possible, mais sincèrement c'est un champ d'expérimentation. Nous, dans ce qu'on va sortir à la fois dans le nouveau site et d'ici la fin de l'année, bon voilà, il y a des trucs qui sont très percutants en termes de recommandations de CV par exemple, et il y en a d'autres, c'est encore un peu exploratoire. Voilà, donc il faudra vraiment accompagner le recruteur, le prendre par la main, mais plus sous forme de complément, plutôt lui dire tout ce que tu faisais avant c'était pas bien, on va repartir de zéro et maintenant c'est le big data, ça va tout changer. Si on fait ça, je pense pas qu'il y aura une adhésion aussi forte. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Alex, merci Thibaut. Alex, il y a une expression que j'ai bien aimée dans ton article, c'était la machine est agnostique. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par là ? En fait, ce sera la minute scientifique. Il y a un chercheur japonais dans les années 90 qui s'appelle Shigeiza Tsushiya qui a expliqué clairement qu'est-ce qu'était la boucle de création de connaissances. La boucle de création de connaissances, c'est que tous, autant qu'on est, c'est la notion d'a priori, on regarde le monde à l'orée de ce que l'on sait déjà. Ça veut dire que quand vous faites passer un entretien de recrutement à quelqu'un, vous n'êtes pas vierge, vous êtes empreint de tout votre système d'interprétation. Et à la seconde où il arrive, et on le sait très bien, et il faut l'admettre, et on n'est pas dans les aspects discriminants dont on parle dans l'Union européenne, on est juste, on va avoir un premier feeling, on va regarder le CV, on a cette impression qui se construit très rapidement. Et notre drame, c'est que précisément, notre drame ou notre bonheur, et ça, chacun le voit comme il veut, mais on a vraiment du mal à regarder les gens avec un regard neuf.
Et donc évidemment, ça génère les castes, ça génère les alumni, tout ce qu'on connaît avec des armadas d'HEC, des SEC, de Sciences Po, bref, dans certaines entreprises. La force du big data, c'est 2 choses. On va corréler des informations, d'accord, sur des grands volumes. On va se concentrer sur le quoi, et on ne va pas déduire à partir d'un schéma préexistant, on va induire, c'est-à-dire recréer un profil qui conviendra à une entreprise en fonction de l'information corrélée massivement, y compris avec de l'information dont la qualité est discutable. Et pourquoi je dis qu'elle est agnostique? C'est qu'elle ne va pas s'appuyer sur nos schémas cognitifs. Elle va travailler de zéro en reprenant tout un ensemble d'informations qu'elle va corréler et faire apparaître que peut-être un dessinateur qui travaille je ne sais où ferait le meilleur UX manager de votre entreprise parce qu'il s'est avéré que... Et c'est ça que j'aime, et c'est pour répondre vraiment techniquement à ta question. Pourquoi l'anticlonage? C'est parce qu'on n'est plus dans la déduction, on est dans l'induction. Et ça change tout. Jonas, peut-être, mais rapidement, parce que... Alors, effectivement, rapidement, c'est anticlonage, je dirais un grand oui, et en plus, un anticlonage qui a un vrai impact business. Et qu'effectivement, quand on accompagne des organisations comme ATT, on a été capable de leur démontrer que les critères de sélection qui étaient en amont n'étaient pas forcément les bons. Il fallait effectivement recruter des personnes qui n'avaient pas d'expérience préliminaire dans le même secteur pour pouvoir intervenir. De la même façon, un recruteur a souvent comme image quelqu'un qui change souvent de job, est un mercenaire, il n'est pas forcément stable. Il n'y a aucune corrélation qui le prouve. Donc globalement, ça permet d'éviter les a priori, comme le disait Alexandre. Il faut aussi que le système apprenne de ces déductions, de ces analyses. Donc ce qu'on appelle le machine learning, c'est des outils qui apprennent et qui permettent de proposer des recommandations au recruteur qui va décider. Donc bien sûr, il y a un accompagnement. Et un impact très clair, c'est tout simplement que le taux de satisfaction client chez ATT est augmenté de 5%. Donc ça a un impact concret. Et merci d'avoir cité cet exemple, puisque moi-même, j'étais un candidat zapper pendant des années, très instable, puisque j'ai changé 7 ou 8 fois d'emploi en autant d'années. Et finalement, j'ai quand même créé ma boîte depuis 4 ans et je suis là pour longtemps. Donc voilà, on peut avoir changé régulièrement et finalement s'inscrire dans la durée après, contrairement aussi aux biais cognitifs que l'on peut avoir bien souvent. On enchaîne. Alors, le big data est-il aussi un outil au service des candidats? J'espère. Thibaut, tu parlais tout à l'heure en quoi ça pourrait aider le recruteur à lui pousser des CV qu'il n'aurait peut-être pas été allé consulter. Mais de l'autre côté, le candidat, on le voit déjà sur LinkedIn, sur Viadeo, je trouve que les matchings ne sont pas encore terribles, honnêtement. Moi, je reçois, alors peut-être que j'ai un profil atypique, mais je reçois énormément de propositions de postes, chargé de recrutement, responsable d'une antenne, cabinet de recrutement, des choses qui, je m'en contrefous royalement et ça ne m'intéresse absolument pas pour la suite de ma carrière. Alors, comment on peut faire pour avoir un matching plus efficace avec toute la puissance de ces algorithmes d'aujourd'hui? Ça me rassure ce que tu dis parce que je reçois moi des postes de stagiaire RH et d'Assaut Aviation. Voilà. Alors, je suis parti du groupe d'Assaut, mais du coup c'est un peu bizarre. Et donc voilà, sur LinkedIn, donc parfois le matching n'est pas, à moins que ce soit un message subliminal qui m'est envoyé par le groupe, mais je ne pense pas. Donc alors, un outil au service des candidats. En fait, on parlait tout à l'heure de machine learning. C'est vrai que les termes qu'on emploie et ce qui a changé beaucoup pour nous, c'est que déjà, aujourd'hui, vous parliez de data scientist. Aujourd'hui, même une société comme la nôtre sans data scientist, avec les outils de l'open source, on peut faire du big data. Déjà, c'est ça qui a changé. Et ça fait 2-3 ans que ça a changé. Il y a des outils qui existent et qui nous permettent d'aller justement faire déjà ce qu'on appelle du smart data ou du machine learning, c'est-à-dire de pouvoir aller dans cet univers de big data sans pouvoir se payer spécialement des data scientists ou des gens qui auraient la capacité de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les candidats? Smart data, on peut évidemment leur recommander des annonces lorsqu'ils font leur recherche, donc exactement de la même manière de ce que j'ai décrit tout à l'heure sur le CV. Ils arrivent sur le site, il y a un moteur, ils cherchent par fonction, secteur, etc. Et puis on va leur dire, tiens, il y a aussi cette annonce que tu n'as pas vue ou qui pourrait tout à fait correspondre à ce que tu es. Donc ça, c'est le côté smart data. Mais on peut aller plus loin dans ce qu'on pourrait appeler la prédictibilité. Donc ça aussi, c'est c'est des termes un peu pompeux, mais le machine learning, pour justement, grâce à des outils, on peut réussir à comprendre et à suivre les différents comportements en stockant énormément de données. Et là, ça peut être intéressant parce qu'on peut proposer potentiellement demain à un candidat, à partir de son CV, de lui dire comment à la fois prédire la performance de son CV
et voir l'améliorer son CV pour pouvoir avoir peut-être plus d'opportunités de carrière. Donc c'est un enjeu quand même très important pour nous de réussir à améliorer cette expérience utilisateur des candidats grâce à l'ensemble des données qu'on a depuis très très longtemps, mais que jusqu'à maintenant, on n'était pas en capacité d'exploiter. Et pour certaines, ça sera probablement super intéressant. Peut-être que pour d'autres, il y aura d'autres données un peu moins intéressantes. Mais je pense que, quoi qu'il arrive, l'expérience utilisateur va s'améliorer, ça c'est sûr. Bon, je vais donner la parole à Jonas, mais juste avant, le machine learning, juste pour que l'on comprenne bien, c'est aussi, justement, machine learning, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que la machine apprend. Et que l'algorithme évolue. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous sont abonnés à Netflix ou même sur l'Apple Store, sur iTunes plutôt. Dès que vous faites un certain nombre de choix de films sur Netflix, évidemment, l'algorithme va vous proposer des choix de plus en plus fins, des propositions de plus en plus fines, d'autres films susceptibles de vous intéresser. Et ça, c'est un peu vers ce que l'on tend aussi forcément dans le recrutement, c'est que ça va s'affiner au fur et à mesure de l'utilisation par le candidat. C'est ça. Alors, Amazon faisait ça depuis très longtemps. Oui. Amazon, c'était leur propre système propriétaire. Aujourd'hui, tu parles de Netflix, on pourrait parler d'Uber ou d'autres sites. Ouais. C'est aujourd'hui des systèmes qui sont dans l'open source, donc qui sont accessibles pour plein de sociétés. Alors, Jonas. Juste pour rebondir sur Amazon, c'est qu'Amazon, on l'accompagne justement sur ce domaine-là, mais plutôt sur le volet learning. Donc, comment recommander des actions de formation, des modules e-learning en fonction des historiques et des préférences d'autres collaborateurs. Donc, dans le domaine du recrutement, juste pour voir le deuxième volet, ce que Thibault le présentait très bien sur la partie annonce, les candidats, on peut effectivement leur préconiser des chemins de carrière ou des évolutions professionnelles à court, moyen, long terme. Donc le premier volet qui est le poste, à court terme, une offre d'emploi, mais si l'offre d'emploi n'existe pas, quelles sont les passerelles que je peux envisager? Sans avoir besoin de travailler sur un référentiel de compétences qui est compliqué, qui n'est plus à jour, mais quelles sont les possibilités, de par l'historique des autres collaborateurs ayant un profil similaire au mien dans mon organisation, et aussi en ouvrant sur toutes les personnes qui ont un historique proche ou similaire au mien et qui ont pu réussir dans un nouveau domaine, justement pour donner des nouvelles portes. Donc on peut donner à un recruteur un nouvel éclairage sur un candidat complémentaire, la même chose pour un candidat en lui-même. Ok, Yves. Oui, juste, alors sur le machine learning, je veux dire qu'il y a plusieurs approches. Je ne vais pas les passer en revue maintenant, mais il y a des biais quand même, donc il faut un peu se méfier. Typiquement, tout ce qui est suggestion, ça a tendance à nous amener vers ce que des gens qui avaient choisi la même chose que nous dans le passé ont choisi aussi. Donc c'est pas complètement. J'essaie juste de simplifier pour que le public comprenne, parce que vous l'avez utilisé à plusieurs reprises. Alors, tu as raison. Est-ce que ça peut être au service des candidats? De deux manières. Je parlais de clés de décision. Ça peut aider quelqu'un, par exemple, à trouver un job près de la mer. Il suffirait de répertorier les départements littoraux ou des choses comme ça. Bon, c'est assez simple. Mais de façon plus générale, il n'y a pas de raison aujourd'hui pour que les données individuelles, les choix individuels et les mécanismes de matching soient centralisés. On pourrait très bien imaginer que j'ai un agent candidat dans mon téléphone qui me présente les offres disponibles pour peu qu'elles m'intéressent, qu'elles soient susceptibles de m'intéresser, après une négociation, quelque part, avec l'agent recruteur. Il n'y a pas de raison aujourd'hui, demain, on pourrait très bien ne recevoir finalement que des annonces qui ont été non seulement filtrées, mais aussi shortlistées en fonction de ce qui est disponible aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas figé pour tout le monde. Je veux dire, voilà ce que j'aimerais. Maintenant, si j'ai envie d'avoir 2 offres sympas par jour, on va me donner les 2 meilleures, pas forcément les 2 idéales. D'accord. Mais ça peut vraiment rendre beaucoup de services et changer la façon dont on envisage l'échange d'informations. Ok. Merci à tous les cas. Alors déjà bravo parce que, encore une fois, les questions, ils ne les avaient pas avant, donc on voit qu'ils sont quand même à l'aise sur ces sujets. Il reste 8 minutes, je vais vous donner un petit peu la parole. Alors j'ai parlé d'Equal tout à l'heure, cette possibilité de prendre la parole, de poser des questions. Il y a un code, c'est RMSconf sans le dièse. On ne va pas l'utiliser sur ce format-là parce que je suis obligé de laisser cet affichage, mais dès le format suivant, vous pourrez poser vos questions par ce biais. Alors il y a 2 micros. Qui peuvent circuler dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser à nos 4 intervenants? Il faut lever la main, peut-être. Non? Parce que sinon, je continue. Moi, j'en ai plein qui peuvent tourner. Ah, Francis, voilà. Monsieur Pisani a une question à poser à nos 4 recruteurs. Ah, il n'y a pas de micro. Mais c'est une catastrophe, cette organisation. C'est moi, l'organisateur, évidemment. Alors, vous pouvez juste vérifier qu'il fonctionne ? En tapant toi dessus? Ouais, c'est bon. Très bien. Francis, vas-y.
Bonjour. En fait, je vous trouve assez conservateur. Et c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous essayez d'avoir plus de données pour gérer le recrutement tel qu'il se gère un peu mieux. Et j'ai été vraiment frappé par la phrase de Laurent Alexandre, vous allez devenir des conseils en stratégie. Je ne vous entends pas parler de ça. Est-ce que c'est une erreur de la part de Laurent Alexandre et donc de la mienne, ce qui n'a aucune importance en ce qui me concerne, ou est-ce que vous envisagez qu'effectivement, vous allez changer de métier, et pas seulement de méthode, comme il l'a dit, et obligé de vous intéresser à la stratégie de les entreprises en fonction de votre compréhension de comment la société évolue, grâce au big data éventuellement. Vas-y, Alex. C'est beaucoup plus méchant que les questions de Jean-Christophe. Alors, moi, je suis assez d'accord sur le fait que là, on répondait aux questions, comment on l'appréhende un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait, nous, au travers de l'outil qu'on propose ou autre. Je reviens plutôt sur une question un peu de société et du rôle des RH dans cette société. En fait, encore une fois, moi, je pense que profondément, le rôle d'un RH aujourd'hui dans une entreprise, c'est pas de recruter les personnes une par une, c'est d'être vraiment, même si ce que je vais dire encore une fois est un lieu commun, je ne vous apprendrai rien, d'être totalement au service de la stratégie de l'entreprise. Et si les RH commencent à aider l'entreprise, non pas à dire il te manque 4 profils et je sais que je vais plus les trouver en hackant Google qu'en allant sur LinkedIn, on parle effectivement pas de ça. Et dans ce cas-là, on serait très conservateur. Ce dont on parle, c'est des comités RH aujourd'hui qui se réunissent pour essayer d'exécuter la stratégie de l'entreprise, c'est de l'alerter sur le fait que, par exemple, si moi, qui suis un éditeur de gestion des talents, je décide de me mettre sur un tout autre secteur, d'aller sur la finance, la paye, parce que je me dis, je suis éditeur logiciel, je peux le faire. La vraie question derrière ça, c'est que je rende un service à mon entreprise en disant, mais d'abord, est-ce qu'à l'intérieur de l'entreprise, on en a la capacité? Et qu'est-ce qu'on entend par capacité? Et c'est d'aller bien au-delà de la gestion des compétences. C'est la capacité de se renouveler dans un aspect aspirationnel, dans un aspect de compétences. C'est un rapport au marché. Si j'ai besoin de recruter aujourd'hui, je peux vous en parler, 200 développeurs demain, on sait très bien que la transformation ne se pourra pas parce qu'à grande échelle, et là le big data est utile, on va pouvoir corréler le nombre de profils qui sortent des universités et ceux dont on aurait besoin sur un marché et se rendre compte que ce n'est pas possible. Après, à un niveau encore plus macro de la société, on va se rendre compte que peut-être elle ne tend pas vers ce vers quoi l'entreprise aimerait se transformer. Donc, grosso modo, un RH ne va plus être là, et c'est ce que je disais tout à l'heure à Jean-Christophe, c'est l'idée, c'est plus de remplir des chaises vides et d'essayer de faire ça un peu mieux. L'idée, c'est d'être vraiment, effectivement, au service de la stratégie et d'avoir une rencontre d'un marché, d'une société, d'une stratégie avec une réalité, effectivement. Et c'est ça aujourd'hui qui manque beaucoup dans les entreprises, c'est qu'on prend de très belles décisions, mais on ne se demande jamais si ça va se pouvoir aujourd'hui et par rapport à l'évolution du marché de l'emploi, par exemple, à 5 ans. Donc le big data, à mon avis, peut vraiment aider à ce titre-là. Et nous, on a fait un outil justement qui aide à la fois à animer des comités RH, mais qui donne évidemment ce qu'on appelle les actionable insights, c'est-à-dire des recommandations en brassant des informations d'aujourd'hui, de tendances qui sont fournies par 1000 organismes, et d'essayer de, en gros, ouvrir leur chakra et essayer de leur dire votre stratégie est peut-être géniale, vous sortez peut-être des grandes écoles, mais néanmoins, ce que vous venez de dire là est impossible. Voilà. On reprend une autre question ou... Non, juste pour compléter, c'est vrai que Laurent Alexandre, l'année dernière, quand il dit votre métier en tant que responsable recrutement RH est mort, dans 30 ans, ça n'existera plus et ça sera des machines, c'était un peu une provocation. Je pense qu'on a l'air un peu plus... on est peut-être un peu moins révolutionnaire parce que je pense que c'est le meilleur moyen, au contraire, d'accompagner l'évolution. Si on dit aux gens... la big data, ça va tout révolutionner, votre métier est mort dans 30 ans, je ne sais pas si du coup ça donne envie aux gens d'y aller, je ne sais pas. Après, c'est plus, c'est un débat sur la méthode en fait. On est tous d'accord que ça va énormément impacter nos métiers, les vôtres, les nôtres, enfin tous les métiers dans le recrutement. Maintenant, je pense qu'il vaut mieux, et moi c'est ce que j'ai vécu depuis, ça fait presque 20 ans que je suis sur ce marché de l'emploi sur Internet, si j'avais dit à 20 ans... tout est mort, votre métier est mort, je ne sais pas si les gens nous auraient suivis. En revanche, leur dire votre métier va évoluer, on y va, c'est pas si compliqué finalement, même si on peut vite, rapidement employer des termes très compliqués sur la big data qui fait qu'on perd les gens, mais si on arrive à expliquer très simplement ce que c'est et en quoi ça peut faire évoluer le métier, je pense qu'on sera plus efficace
que plutôt de dire aux gens votre métier est mort dans 30 ans. Voilà, mais je pense que c'est plus sur la méthode qu'on n'est peut-être pas tout à fait d'accord. Jonas. Et juste 2 mots, effectivement, les réponses que nous avons apportées étaient plutôt liées à des questions pratiques sur est-ce que nous avons mis en œuvre ce type d'approche en interne ou auprès de nos clients. Déjà aujourd'hui, des sociétés qui ont pu mettre en place le big data RH avec des bonnes corrélations, elles sont très peu nombreuses. Donc avant de pouvoir être pertinent, déjà, il faut avoir une expertise, quelque chose comme dans les enquêtes, hein, il faut avoir un échantillon représentatif, il faut avoir un volume de données représentatif, comme le disait le Gartner, une diversité donc internationale dans notre cas, et effectivement, après qu'on aura donné les outils à nos clients et que les clients se seront appropriés ces outils, ils vont pouvoir se concentrer sur la stratégie et effectivement se poser aussi les bonnes questions, car la corrélation, c'est aussi quelles questions on veut résoudre. Ok. Yves, tu veux aussi réagir peut-être ? On parle de stratégie, en fait, aujourd'hui, on est intervenu pour faire des analyses de cet ordre-là, et plutôt au niveau de fédération. C'est-à-dire que là où on avait effectivement et la volonté et le souhait de piloter les choses en termes de territoire, par exemple, pour le redéploiement de la formation professionnelle, pour des prévisionnels de volume d'embauche dans un secteur particulier à 5 ou 10 ans. Et c'est vrai qu'à ce jour, la démarche stratégique se voit plus au niveau des fédérations ou des branches qu'au niveau des entreprises, même si ça existe. Alors, je vais prendre une dernière question, 45 secondes. On y va ? Oui. Bonjour, je suis Lionel Desor, je suis dirigeant de CCLD Recrutement, cabinet de recrutement spécialisé sur les fonctions commerciales. À notre niveau, on travaille beaucoup sur les sujets de prédictivité, notamment à travers la prédictivité comportementale et via l'utilisation des assessment centers. Pour ça, on travaille sur les skills et notamment sur les soft skills et les compétences comportementales des candidats. Je voulais savoir, à votre niveau, ce que vous pensiez de l'évolution du CV, parce qu'en l'occurrence, si on veut prédire les comportements des candidats, ce n'est pas à travers les lignes de code du CV qu'on pourra le faire. En tout cas, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Ouais, c'est une très bonne question, parce que le CV est mort plein de fois. Moi, depuis 20 ans, voilà, régulièrement, j'entends le CV est mort. Je l'ai écrit moi-même. Voilà, c'est dur. Hein. Ouais. Et le problème qu'on a, encore une fois, on peut être d'accord sur le fait que dans un CV, il n'y a pas suffisamment les compétences, etc. D'ailleurs, nous-mêmes, dans un domaine qui est l'IT, on a créé un autre site qui s'appelle Choose Your Boss, parce qu'à un moment, le CV traditionnel ne fonctionnait plus pour ces populations-là. On sait que ça ne peut marcher qu'avec des compétences. Et voilà, donc on a changé le modèle pour ce type de population-là. Pourquoi je parlais tout à l'heure d'un accompagnement dans le temps et du fait qu'on n'était pas sur un marché de l'emploi qui est un marché révolutionnaire mais qui est plus un marché d'évolution, c'est qu'aujourd'hui, si on dit à beaucoup de recruteurs il n'y a plus de CV, on va faire autrement, c'est compliqué. Voilà. C'est-à-dire que en gros, le CV reste encore aujourd'hui le passeport pour trouver un emploi en France. Voilà. Donc, dire demain que ça ne suffira pas, qu'il faudra rajouter des compétences, je pense qu'on y arrivera plus par ce biais-là, c'est-à-dire en disant ok, vous avez un CV, mais complétez-le avec un certain nombre de compétences, plutôt que de dire le CV est mort, c'est fini, il faut qu'on passe à autre chose. C'est tout cet accompagnement dans le marché du recrutement, c'est pas parce qu'on est là depuis 25 ans qu'on est tourné vers le passé. Je ne suis pas passéiste, moi j'ai pas de nostalgie par rapport aux méthodes il y a 20 ans. Mais en revanche, si on veut accompagner le mouvement, je pense qu'il faut pas, c'est pas un marché de rupture. Voilà. C'est mon constat en tout cas au long de toutes ces années. Alors vraiment le mot de la fin, Alex. En deux mots. Le multicanal. Le CV n'est pas mort, le CV ne suffit plus, c'est nécessaire et non suffisant. Moi, je pense que le CV, ça peut raconter une histoire. J'aime regarder un CV parce que la mode de présentation, ce qu'il y a mis dedans, la façon dont c'est présenté, pour moi, c'est un peu la bande-annonce du candidat qui va, quand il va vous rencontrer, parler de lui, mais ça ne suffit plus et on est dans une ère multicanal avec ce qu'on aime, avec ce que les gens de notre réseau ont fait, avec ce qu'un outil dit que vous pourriez faire. Et si on combine tout ça, je suis persuadé que c'est vertueux et pour les candidats et pour les recruteurs. Merci à tous les quatre. Un grand bravo à vous. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without noticing.